Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym. Je suis contente d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de contrôle moteur. C'est quoi ça, le contrôle moteur? Votre physio vous en a sûrement parlé. Il faut améliorer son contrôle moteur pour être plus fonctionnel. Vous donnez des exercices de contrôle moteur. Mais qu'est-ce que c'est cette bébite-là, le contrôle moteur? Donc, premièrement, je vais vous expliquer, puis après, c'est quoi? Puis après ça, on va voir ensemble, c'est quoi les composantes et comment aussi on peut les travailler pour améliorer notre contrôle moteur. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la façon qu'on va faire les mouvements. C'est les tâches, c'est la façon qu'on bouge. Puis il y a différentes étapes. Dans le fond, le contrôle moteur, c'est comme un grand chapeau sur lequel toutes les étapes pour faire une action. Si je veux lever mon bras, par exemple, c'est toutes les étapes que mon cerveau, mon corps a besoin de faire pour que je réussisse à lever mon bras pour aller chercher quelque chose dans une armoire, par exemple. Donc, la première chose, c'est la planification. C'est planifier la tâche, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, vers où je vais aller, à quelle hauteur je vais lever mon bras, quels muscles doivent travailler, est-ce que je prends un objet ou pas, est-ce qu'ils vont devoir travailler beaucoup, est-ce qu'ils vont devoir forcer fort, pas forcer beaucoup. Est-ce qu'ils vont devoir s'arrêter à un certain moment, dépendamment de la hauteur? Donc, on sait où est-ce qu'on veut, on emmène nos yeux vers quelque chose, on sait à peu près où on veut s'arrêter. Donc, il faut être capable de s'arrêter. Donc, ça, c'est toute la planification qui se fait avant même qu'on bouge. Puis là, on pense au bras, mais pour que mon bras bouge, il faut que ma chaîne des épaules, ma chaîne scapulaire soit bien stable. Il faut que mon corps soit stable également, surtout si je vais chercher quelque chose, par exemple. Même lever le bras. Donc, si on avance le bras, la gravité veut nous emmener vers l'avant. Il faut que nos muscles en arrière travaillent. Donc, il faut tout planifier ça. Il faut faire le plan. Là, ça se fait très, très rapidement. On fait tout le plan de tous les acteurs qui doivent être présents pour cette activité-là, cette tâche-là. Et ensuite, c'est beau, le plan est là, mais il faut le mettre en action. Donc, il faut coordonner tous nos mouvements, nos muscles. Même si je lève mon bras, les muscles qui sont dans le plan qui est comme transverse doivent contracter ensemble également pour pas que mon bras fasse beaucoup d'oscillation puis qu'on ait une belle direction qui est linéaire. Donc, il y a beaucoup de choses, puis c'est ça, il faut être coordonné, il faut que les muscles partent au même moment quand ils ont besoin d'être synchronisés ensemble. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent parce qu'il peut y avoir de l'inhibition musculaire ou des muscles qui sont hyperactifs ou du tonus, qui ont trop de tonus, par exemple. Fait que là, il y a un manque de coordination entre ces muscles-là. Donc, ça peut créer des troubles de contrôle moteur. Donc, on n'arrive pas à faire la tâche comme on voudrait. Ensuite, on doit l'exécuter. Donc, on fait l'exécution, on fait vraiment, on met en œuvre tout ça. C'est un petit peu en même temps que la coordination. Là. Donc, tout ça se fait ensemble et là, on fait le mouvement. Pour attraper, par exemple, pour aller chercher une tasse dans une armoire, on n'a pas il n'y a pas beaucoup de composantes ou il n'y a pas de mouvement, par exemple. Donc, habituellement, on va toujours, ou presque, là, réussir à atteindre notre cible sans trop de difficulté. Mais pour le même mouvement, par exemple, on peut imaginer un attrapeur au baseball. Ses réussites ne seront pas de 100%. Donc, la dernière étape, c'est l'ajustement. Donc, le corps, il sait ce qu'il aurait dû faire. Et notre cerveau sait la tâche qu'il voudrait faire. Puis aussi l'idéal. Si on va chercher une tasse, on veut y aller de façon linéaire. On ne veut pas plein d'oscillations. Donc, il va s'ajuster. Si on a pris la tasse puis qu'on n'a pas été capable de la prendre parce qu'on ne forçait pas assez ou que ça a été très lourd à reprendre, c'est que nos muscles n'étaient pas préparés à ça, n'étaient pas préparés à cette charge-là. Si on le refait, là, on va s'ajuster, idéalement, c'est ce qu'on veut, hein? Et là, on va pouvoir corriger. Donc, il y a une notion d'apprentissage. Fait que le contrôle moteur, ça s'apprend, puis on va voir comment, mais avec beaucoup de répétitions. Donc, on s'ajuste. Puis si on refaisait l'exercice tout de suite après, par exemple, là, on a une base
on sait les erreurs, puis là, notre cerveau peut travailler sur ces erreurs-là et les ajuster et les tester en fait. On refait le même mouvement, on devrait s'être amélioré, il peut rester encore des erreurs. C'est comme un attrapeur au baseball, il peut réattraper la balle, mais peut-être qu'il va en échapper encore. Puis, plus on se pratique, plus on essaie d'attraper la balle, plus on essaie d'aller chercher quelque chose, et plus on devient bon. Puis on va aussi voir toutes les petites différences, puis on va pouvoir s'ajuster beaucoup plus facilement. Fait que là, je vous ai donné le scoop. Comment on fait pour travailler son contrôle moteur? Bien, la première chose à faire, c'est de pratiquer. C'est de pratiquer plusieurs fois une tâche qu'on veut faire, une tâche fonctionnelle, par exemple. Une des choses, puis une des approches, puis c'est là que moi, mon travail rentre en ligne de compte le plus, c'est que, là, je vous ai dit, il y a différentes étapes. Premièrement, il faut planifier, il faut coordonner tout ça. Après ça, il faut l'exécuter, puis il faut s'ajuster. Mais dans chacune des étapes, il y a des choses particulières à faire, puis il y a certains éléments qui, s'ils sont problématiques, si par exemple on manque de force ou si on a un manque de vitesse de réaction, là, ça va en fait nuire à cette étape-là, puis ça va créer un mouvement qu'on ne veut pas. Ça va nous empêcher d'avoir la qualité de mouvement qu'on voudrait. Puis ça, mon travail, c'est d'essayer de voir c'est quoi la composante qui est problématique pour qu'on ait travaillé spécifiquement ça. Donc, par exemple, dans la coordination, si mes muscles du tronc sont plus lents à être engagés, par exemple, on peut aller travailler, puis là, on n'est pas coordonné parce qu'on a un côté qui est plus faible, par exemple, mais on peut aller travailler spécifiquement ça dans certains exercices ciblés pour aller renforcer ça toute seule, de façon isolée, puis après ça, de l'inclure dans la tâche fonctionnelle. Si c'est dans l'exécution, puis que là, on va chercher la tâche, puis que c'est trop lourd parce qu'on n'est pas assez fort, du deltoïde, par exemple, ou du triceps pour garder notre bras en extension, mais là, on peut travailler ça spécifiquement. Dans certains cas, puis dans beaucoup de cas, ça va être même la chaîne scapulaire, la région scapulaire qu'il faut travailler pour être bien ancré, pour être capable de bien utiliser le bras. Fait que ça, on détermine ça. Moi, je détermine ça en regardant les gens bouger de façon fonctionnelle, en faisant des tests musculaires, par exemple. Puis là, on peut voir un peu qu'est-ce qui se passe, puis donner des exercices spécifiques. Mais cela dit, vous, à la maison, vous pouvez aussi vous pratiquer. Fait que, si vous avez remarqué que c'est un manque de force, si c'est dans l'exécution, bien là, vous pouvez travailler spécifiquement la force. Et sinon, ça peut être l'équilibre, d'avoir un meilleur équilibre, d'être mieux ancré pour être plus stable, que ça soit plus facile. Tu sais, si on veut cibler quelque chose avec notre main, mais que notre tronc n'est pas stable, bien, notre main, elle ne sera pas stable. Donc, ça va être très difficile pour le cerveau bien, de bien planifier et de bien coordonner parce que nos axes, notre référence va toujours changer. Donc, ça, c'est un élément également. Mais, fait que si c'est vos troubles d'équilibre qui vous limitent le plus, travaillez votre équilibre spécifiquement, puis ensuite de ça, essayez de graduellement inclure vos apprentissages, là, puis votre équilibre dans des tâches fonctionnelles. Fait que si vous faites des tâches fonctionnelles qui sont difficiles au début, avant d'avoir repris de l'équilibre, faites en sorte de vous tenir, d'être plus proche des choses, puis plus vous allez prendre de l'équilibre, plus votre équilibre va s'améliorer, plus vous pourrez utiliser vos deux mains, par exemple, au lieu de vous garder un appui. Une autre chose qui est importante dans le contrôle moteur, surtout quand on a une condition neurologique, c'est la présence de spasticité et de tension musculaire ou de rétraction musculaire, ce qui arrive quand même assez fréquemment, surtout la spasticité. C'est sûr que si mon biceps est très réactif au mouvement, à l'étirement, et qu'il y a un tonus augmenté, quand je vais vouloir aller chercher ma tasse dans une armoire, bien, je vais devoir combattre la force de mon biceps. Et il peut réagir également et m'en empêcher et vouloir contracter. À ce moment-là, quand c'est ça notre problématique, mais c'est important de faire des étirements réguliers. Puis quand on parle d'étirement, là, on maintient la position opposée au muscle. Dans le fond, opposée à l'action du muscle. Fait que mon biceps, il plie. Fait que je vais aller l'étendre, étendre mon coude parce qu'il veut plier mon coude. Et on maintient la contraction pendant longtemps. Une des choses qui fonctionne très bien selon moi, là, sur mon expérience, puis quelque chose que je fais beaucoup avec les gens,
c'est d'aller masser les muscles qui sont tendus ou spastiques et surtout les points de tension. En anglais, on appelle ça des trigger points. Donc, des points gâchettes. C'est des points qui vont être réactifs puis qui peuvent changer notre biomécanique, peuvent stimuler un spasme ou une augmentation de tonus s'ils sont stimulés pendant un mouvement. Ça, je le vois quand même fréquemment. Ça aide beaucoup, là, ça rend les mouvements beaucoup plus fluides quand on a au préalable soit étiré ou massé les muscles qui sont plus problématiques, qui limitent le plus les mouvements. Une autre chose également, pour travailler son contrôle moteur, c'est aussi travailler l'apprentissage. Ça, je l'ai dit, mais pour revenir plus spécifiquement sur l'apprentissage, si vous avez une tâche que vous trouvez difficile, ce que vous pouvez faire, c'est la décortiquer en petites tâches. Donc, faire étape par étape et travailler chaque étape spécifiquement ou chaque composante. Si on reprend notre exemple d'aller chercher une tâche, je vous ai parlé de l'équilibre. Donc, si on reprend, on peut travailler spécifiquement toute seule notre équilibre. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de lever une main. Donc, notre équilibre assis ou debout, on lève une main, on doit être capable de faire ça. Une autre chose, c'est aussi lever notre bras. Est-ce qu'on est capable de lever notre bras? Est-ce qu'on est capable de lever l'épaule, étendre le coude, ouvrir la main? Si ça, on a de la difficulté, on peut le faire une articulation à la fois ou le faire plusieurs en même temps. Ensuite de ça, ça peut être notre coordination, que là, on n'a pas un mouvement qui est linéaire ou on n'atteint pas une cible. À ce moment-là, on peut travailler l'atteinte de cible et travailler vraiment la direction de notre mouvement pour être sûr de ne pas passer à côté puis frapper même la tasse. Ça peut arriver dans les cas d'ataxie où là, on manque presque d'échapper des choses ou de faire tomber des choses parce qu'il y a beaucoup de mouvements, par exemple. Ou si on veut aller donner la main à quelqu'un, on veut arriver directement sur notre cible, bien entendu. Donc, on peut travailler ça spécifiquement. On peut utiliser des repères visuels pour ça. On peut utiliser, moi j'aime beaucoup le long d'un mur, donc ça nous évite, on empêche le bras d'aller loin. Puis on dit à notre cerveau, non, moi je veux que tu es dans cette direction-là, je ne veux pas que tu t'ouvres trop en abduction, par exemple. Puis, il faut le pratiquer souvent. Donc, ça peut être aussi de prendre un objet, prendre du poids en fait. Ça peut être ça qui est difficile. Donc, ça peut être de s'ajuster. Donc, on prend un poids, puis on le soulève, puis plus on va, plus on augmente le poids. Puis on peut ajouter ça peut être de façon statique, juste le prendre, et ensuite de ça, de façon dynamique, le bouger, par exemple. Puis quand on a travaillé chaque composante ou les composantes les plus problématiques, mais ensuite de ça, on inclut ça dans la tâche fonctionnelle et on se pratique à faire notre activité qu'on a de la difficulté. J'ai pris un exemple très simple d'aller chercher une tasse, dans une tasse, une assiette ou peu importe, un objet en hauteur, mais ça peut être plein de choses. Pour certaines personnes, ça va être aller chercher quelque chose au sol, leur fauteuil, aller se pencher vers l'avant, se lever par exemple. Donc, juste pour faire un assis debout, là, il y a beaucoup de composantes de se pencher vers l'avant, contrôler notre équilibre, avoir le bon momentum bien poussé. Il y a plein de choses. Donc, si vous êtes capable de vous-même déterminer la petite composante qui vous limite, vous pouvez la travailler. Sinon, si ce n'est pas possible ou vous ne le savez pas, travaillez toute la tâche. Faites toute la tâche le plus que vous pouvez, le mieux que vous pouvez, puis vous allez, les composantes qui sont problématiques, si vous n'utilisez pas de compensation, vont s'améliorer. Mais c'est sûr que pour être efficace puis être bien sûr de bien cibler les bons exercices, je vous conseille fortement de faire appel là, avec un professionnel de la réadaptation pour qu'il vous guide puis qu'il vous donne les bons exercices. Mais sinon, n'importe quel exercice fonctionnel que vous avez de la difficulté et qui est sécuritaire, que vous puissiez faire seul ou accompagné, pratiquez-le le plus souvent. Dernière chose à prendre en considération, c'est que je sais que quand on a des difficultés fonctionnelles, ça nous fâche, hein? On a envie de faire les choses, puis je le comprends parfaitement, mais c'est important de rester calme et pas trop s'énerver, parce que ça aussi, ça stimule le système nerveux, puis ça nous nuit, ça nous raidit. Ceux qui ont de la spasticité vont devenir plus spastiques. Donc, dans la gestion, puis dans l'apprentissage moteur et dans le meilleur contrôle moteur, d'être détendu et calme, ça aide beaucoup à avoir des mouvements fluides.
Donc, je vais vous présenter un petit peu c'était quoi le contrôle moteur, cette grande affaire-là, en fait, qui chapeaute là, beaucoup de petites composantes dans lesquelles on pourrait parler spécifiquement de chacune là, beaucoup plus longtemps. Ça viendra dans d'autres vidéos, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à notre chaîne, faites un pouce sur la vidéo et vous allez voir, je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet. Également, j'aimerais savoir pour vous, c'est quoi la composante la plus difficile du contrôle moteur? Est-ce que c'est la planification, la coordination ou c'est l'exécution du mouvement? Dans l'ajustement, en fait, est-ce que vous trouvez que d'une fois à l'autre, vous avez un bon apprentissage? Écrivez-moi en commentaire, j'ai envie de vous entendre. Je vais faire des vidéos spécifiquement pour vous aider, à améliorer les composantes qui sont les plus à améliorer pour vous. Donc sur ce, voilà une autre capsule d'information. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, encore une fois, faites un pouce, cliquez sur s'abonner en bas de l'écran. Sachez que ça nous aide beaucoup et ça nous fait grand plaisir. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et j'ai très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt!